Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Le titre. Les avocats de Farvangom sortent de leur mutisme. Selon eux, leur client n'a pas reçu de convocation. Ils n'ont également pas accès au rapport de la Santif. Dans la région de Kaffrine, 2 personnes ont été tuées dans les conflits entre agriculteurs et cultivateurs. Pour mettre fin à ce problème, le gouverneur de la région réunit les acteurs pour échanger sur cette question. À Saint-Louis, les acteurs de la filière riz réfléchissent sur les problèmes auxquels la filière est confrontée. Le financement et la commercialisation restent des priorités. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Les avocats de Farvangom dénoncent une atteinte à ses droits fondamentaux. Selon Maître Doudou Ndoye et compagnie, leurs clients cités dans le rapport de la cellule nationale de traitement des informations financières, Santif, n'a reçu pour l'heure aucune convocation. Ces avocats n'ont plus également accès au rapport. Ils estiment que l'instauration d'un climat de sécurité juridique est essentielle pour les citoyens et pour les investisseurs. Je propose de suivre les explications de Maître Doudou Ndoye au micro de Neyali Fall. On l'accuse des 125 milliards jusqu'à ce que ça soit prouvé. Alors, est-ce qu'il s'agit donc des 125 milliards de Farvangom ou de lui? Vous voyez les fake news. Maintenant, les 125 milliards, c'était Farvangom. Maintenant, c'est M. Y. Et jusque-là, celui qui a écrit 125 milliards, ou d'où ça vient, ça n'a jamais été prouvé. Ni pour Farvangom, ni pour le nouveau. Vous voyez bien qu'on a parlé au Sénégal pour parler. Moi, j'ai lu aussi, dans un journal, sauf erreur de ma part, ça doit être l'Obs encore, une femme qui s'appelle Sek, une dame dont le nom de famille est Sek. Elle a écrit que M. Farvangom a reçu un chèque de 2 milliards et nangam nangam, après un chèque de 1 milliard nangam nangam, et un chèque de 300 millions. Et vous voyez bien qu'il n'y a presque rien en fait. C'est pourquoi rien ne nous a été donné. Mais le jour que tout sera mis sur la table, nous tous, nous savons réfléchir. Hein? Et nous tous, nous sommes instruits. Donc, on verra les preuves qui vont être demandées et les preuves qui vont être données. Et je pense que ce jour-là, la justice pourra clairement suivre un bon chemin. Nous restons toujours dans le cadre de cette affaire. La commission ad hoc mise en place par l'Assemblée nationale a été ratifiée ce matin en plénière. 11 députés vont siéger. L'objectif est d'abord d'écouter le député maire des Agnam, Mohamed Ngom de Farvangom, avant de procéder, oui ou non, à la levée de son immunité parlementaire. Aram Faldao. Les 11 membres de la commission ad hoc pour statuer sur la levée de l'immunité parlementaire du député Farvangom sont désormais mis en place par l'Assemblée nationale. Selon la loi, les 9 sièges sont occupés par le groupe parlementaire majoritaire PASTEF et le groupe Takouallo, et les non-inscrits se partagent les 2 restants. Vient d'adopter à l'unanimité la commission qui est appelée effectivement à écouter l'honorable député Farvangom pour affaires lui concernant. L'Assemblée nationale a été saisie par le ministre de la Justice pour la levée d'immunité de notre collègue Farvangom. En toute légalité, l'Assemblée nationale a procédé à la mise en place de la commission ad hoc. Cela a été fait en commission, validé à l'unanimité, et cela aussi vient d'être validé à l'unanimité à l'Assemblée nationale en plénière. En toute légalité aussi, le groupe parlementaire PASTEF a installé la commission, en tout cas comme la loi nous l'indique, comme la loi nous l'impose, à savoir, PASTEF a eu 9 membres dans la commission, 1 membre pour le groupe parlementaire Takoualou, 1 membre pour les non-inscrits. Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takoualou, prévient sur une quelconque instrumentalisation de la justice pour atteindre des adversaires politiques. Ce que nous n'accepterons pas, c'est l'injustice. La précipitation dans laquelle on a voulu engager
cette procédure, qui est certes une procédure reconnue par nos textes, notre constitution, notre règlement intérieur et toutes les autres lois y afférentes, mais également qui doit être une procédure de dignité pour préserver la dignité du parlementaire. Voilà pourquoi nous sommes dans cette commission ad hoc, voilà pourquoi nous y travaillerons. Et à la plénière chargée maintenant de la levée ou de la non-levée, dépendant de l'immunité parlementaire, nous, on nous entendra en tant que groupe parlementaire sur nos motivations, sur notre posture, sur nos raisons, sur nos critiques, nos observations et nos commentaires. Cité dans une affaire de transactions suspectes estimée provisoirement à 125 milliards de francs CFA, Farba Ngom sera entendu par la commission ad hoc ratifiée et mise en place par l'Assemblée nationale. Ainsi, les députés jugeront par la suite de la nécessité ou non de la levée de l'immunité parlementaire du député maire de Agnam. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a insisté lors de la rentrée des cours et tribunaux que la justice doit être proche des justiciables, une justice donc de proximité. C'est le vœu du chef de l'État et le président du Forum du justiciable ne dit pas le contraire. Cette organisation de la société civile veut une justice qui combat l'arbitraire. Son président dit attendre d'ailleurs la mise en œuvre des conclusions issues des assises de la justice pour une justice, dit-il, accessible et performante. Babacar Ba, président du Forum du justiciable, joint par Antoine Diouf. Hier, lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, le président de la République, il a fait un excellent discours. Je pense que c'est un discours qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Aujourd'hui, comme l'a si bien dit le président de la République, nous voulons une justice qui est proche des justiciables. Nous voulons une justice qui est au chevet des justiciables. Nous voulons une justice qui sera contre l'arbitraire. Je pense que c'est seulement ça qui peut aujourd'hui rétablir la confiance entre la justice et les justiciables. Mais également, je voudrais rappeler qu'au-delà aujourd'hui des questions liées à l'indépendance de la justice qui revient souvent sur la table, il y a aussi les questions liées à une bonne administration de la justice, c'est-à-dire comment aujourd'hui rendre accessible la délivrance des actes judiciaires comme les casiers judiciaires, comment faire de telle sorte que le citoyen, en tout cas les casiers judiciaires soient accessibles, les décisions de justice qui sont déjà rendues. Ça également, c'est des questions qu'on peut régler quand on a une bonne administration de la justice. La justice, c'est un tout. Et aujourd'hui, nous attendons vivement la mise en œuvre, en tout cas des conclusions qui se sont dégagées lors des assises de la justice pour que notre justice soit beaucoup plus performante mais également accessible. Ça, je pense que c'est un impératif. Donc, je pense que le président, hier, il a fait un discours qu'il faut apprécier parce que, encore une fois de plus, nous, les justiciables, nous voulons une justice, en tout cas, de proximité, une justice qui va nous permettre, en tout cas, de faire le nécessaire. Le ministère de la Famille à l'écoute des femmes, c'est pour soumettre au président de la République les résolutions qui lui seront soumises. Les violences faites aux femmes au cœur également des préoccupations de Maïmouna Dièye. Elle dénonce, mais également appelle à une mobilisation collective et encourage par ailleurs les femmes à s'unir. Maïmouna Dièye, ministre de la Famille, est ici au micro d'Elisabeth Grastine. Le moment certainement de faire une introspection sur la problématique récurrente des violences que subissent les femmes et les jeunes filles, mais aussi d'interroger les facteurs qui les favorisent. Je ne doute point que vos analyses et recommandations déboucheront sur des propositions concrètes et stratégies efficaces en vue d'apporter des réponses durables au phénomène de la violence qui inhibe non seulement le potentiel des femmes et des filles, mais aussi constitue un frein à leur épanouissement. Ce tableau lourd et sombre devrait nous inviter à l'introspection sur la problématique récurrente des violences que subissent les femmes et les filles, mais aussi d'interroger les facteurs qui les favorisent. Je ne doute point que vos analyses et recommandations déboucheront sur des propositions concrètes et stratégies efficaces pour apporter des réponses durables au phénomène de la violence. Malgré le rôle crucial dans la marche de la société, le potentiel des femmes restent faiblement libérés au regard des multiples défis et obstacles auxquels elles font face. Pour relever ces défis, justement, nous, les femmes, avons besoin de nous unir davantage, tout en étant solidaires
dans nos actions en vue de façonner un Sénégal meilleur. À la vérité des chiffres, notre potentiel et notre poids démographique cristallisent les espoirs du renouveau dans notre pays. C'est aussi le sens qu'il faille donner à notre contribution dans l'agenda national de transformation. Chères sœurs, le défi de la participation responsable dans la réalisation du Sénégal que nous voulons est largement à notre portée. Je le disais en titre, conflit entre agriculteurs et éleveurs, 2 personnes tuées depuis le début de ce mois de janvier. De nombreux affrontements meurtriers ont également été enregistrés en 2024 pour trouver une solution ou des solutions par rapport à cette situation. Le gouverneur de la région de Kaffrine a réuni des différents acteurs pour discuter sur cette question. À Kaffrine, nous retrouvons nos correspondants permanents, Boubacar Fall Bop et Cheikh Tidiane Diop. En l'espace d'une semaine, 2 personnes ont perdu la vie dans des conflits entre agriculteurs et éleveurs à Santhié-Boulom, dans la commune de Loureskal, et à Djunto, dans la commune de Idemourid. D'autres conflits similaires à l'issue tragique ont également été notés dans d'autres localités de la région. Et c'est pourquoi le gouverneur de la région de Kaffrine a convié un CRD pour discuter de la question. L'ensemble des acteurs ont répondu présent. Donc vraiment pour trouver des mesures afin d'éradiquer ce phénomène qui se pose avec une très grande acuité au niveau de la région de Kaffrine. Donc conformément aux instructions des plus hautes autorités de ce pays, nous avons eu à tenir des CLD. Les préfets ont à leur tour tenu des CDD. Aujourd'hui, voilà, nous avons organisé un CRD ici qui a été consacré à la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Une initiative saluée à sa juste valeur par le président des éleveurs de Koungheul. C'est un CRD qui vient à son heure, parce que comme vous le constatez ici à Kaffrine, les conflits sont récurrents entre éleveurs et agriculteurs. Et des fois même il y a des morts d'hommes. La région de Kaffrine est une région agricole, mais aussi c'est une région d'élevage et de transhumance, d'accueil de transhumance. Parce que ici l'herbe est de très bonne qualité, qui doivent venir ici. Donc, mais aussi il y a les forages, le problème des forages. On ne peut pas accéder à ces forages-là. En 2024, plusieurs personnes ont perdu la vie, du côté des éleveurs comme de celui des agriculteurs. Les acteurs demandent l'application des dispositions du code pastoral. Assise de la filière riz à Saint-Louis, les acteurs réfléchissent sur les contraintes qui empêchent le développement de la filière, le financement et la commercialisation de problématiques auxquelles il faudra, selon les acteurs, trouver des solutions pour espérer, disent-ils, atteindre la souveraineté alimentaire. Momar Alisnion et Mokhtar Sek. Face à une baisse des emblavures et des rendements, les acteurs de la filière rizicole se retrouvent présentement dans la capitale du Nord pour lister et diagnostiquer les problèmes de la filière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés, particulièrement il y a l'endettement des producteurs, il y a l'accès au financement, il y a des difficultés par rapport à la mécanisation. Donc c'est pourquoi on a choisi 7 thèmes. Un thème concernant la base productive, un thème concernant la mécanisation agricole. Ces assises enregistrent la participation des acteurs et des partenaires de la filière comme l'Agence française de développement qui renouvelle sa détermination à continuer à soutenir l'État et les producteurs. Aujourd'hui, face aux défis d'ampleur qui restent à la filière, l'Agence française de développement accepte de contribuer et de participer au soutien à ces assises nationales de la riziculture. C'est une étape majeure pour la filière, pour le secteur, qui nous a permis en tout cas de rappeler tout l'engagement et toute la volonté de l'Agence française de développement de se tenir aux côtés des autorités sénégalaises pour soutenir cette politique de souveraineté alimentaire. Atteindre la souveraineté alimentaire en riz est bien possible, même si cela dépend de plusieurs facteurs, l'État se montre optimiste. Je suis d'accord avec vous qu'il faut absolument lancer un ambitieux programme d'aménagement. Mais pourquoi j'ai moins espoir? Nous avons construit le TER, nous avons construit BRT,
Nous avons investi énormément sur des routes. Avant de penser à prendre le train ou à prendre la voiture, il faut manger d'abord, non? Raison pour laquelle je crois que notre gouvernement, et je lance un appel à mes patrons, à tout le pays, faisons de l'agriculture une priorité. Faisons de l'élevage une priorité. J'ai l'intime conviction que ces emplois que nous voulons créer pour la jeunesse et les femmes, notre souveraineté et notre sécurité alimentaire, je ne dis pas que le secteur de l'agriculture et de l'élevage est le seul moyen, mais je demeure absolument convaincu qu'on ne pourra pas décoller si l'agriculture et l'élevage ne décollent pas. Pour atteindre cet objectif, les assises de Saint-Louis vont également se pencher sur la question du financement, de la transformation et de la commercialisation du riz. Présentation d'une étude intitulée Sahel-Afrique de l'Ouest, les coopérations sécuritaires et de développement à l'épreuve des perceptions locales. Un rapport élaboré par 48 enquêteurs couvre les pays comme le Niger, le Sénégal, le Togo. Bakary Samb, directeur général ou régional de Timbuktu Institute, insiste sur la nécessité pour les pays africains de réinventer des stratégies sécuritaires tout en renforçant la coopération régionale. C'est pour garantir une stabilité sécuritaire sur le continent. Le voici, Bakary Samb, directeur régional de Timbuktu Institute, au micro de Elisabeth Grastine. Cette étude est motivée par deux principales choses. La première, c'est qu'au Sahel, avec l'intervention des puissances étrangères dans la lutte contre le terrorisme, cela a été considéré comme une première trouvaille pour faire face aux menaces dans le cadre d'une coopération entre ces pays et des pays étrangers, notamment les puissances occidentales comme la France. La deuxième chose, c'est que les sociétés civiles africaines ont désormais considéré le débat sécuritaire comme un débat d'opinion publique et se sont appropriés les questions sécuritaires. Dans ce contexte-là, il était important pour nous, en tant qu'institut de recherche, de sonder les perceptions locales pour mieux mesurer le décalage qui existe quelquefois entre ces conceptions internationales, les stratégies mises en place, les décisions étatiques et ce que l'opinion publique pense véritablement de ces dispositifs sécuritaires, y compris la coopération. La place de la jeunesse a été celle qui lui revient dans la composition de la population, avec un échantillon assez représentatif. On voit que certains parlent de sentiments anti-français, certains parlent d'un hiatus, certains parlent d'une incompréhension. Et je crois qu'au bout du compte, il y a des incompréhensions persistantes entre cette jeunesse africaine de plus en plus éduquée, de plus en plus informée, avec un mode de partenariat et de coopération qui ne peut plus marcher à l'époque actuelle, et que c'est pour cela que cette jeunesse demande à revoir ses partenariats, ses formes de coopération, pour un partenariat gagnant-gagnant, comme le disent certaines autorités, mais aussi pour une meilleure reconsidération des rapports entre le Nord et le Sud. Et je préfère toujours dire entre le Sud et le Nord. Le Sénégal qui pourrait être un hub en matière de coopération sécuritaire, avec ses écoles de formation, de capacitation, de milliers d'officiers africains ont été formés ici. Et je crois que notre pays doit jouer un rôle très très important dans cette réadaptation-là, en faisant de Dakar, en faisant du Sénégal un hub de la coopération sécuritaire en direction des pays voisins et des pays africains, dont beaucoup d'officiers ont été formés au Sénégal. Maguette Sen, maire de la commune de Malikounda, magnifie le système de financement traditionnel des femmes qui a permis aux femmes de Maling en un an de passer de 10 millions à 32 millions de francs CFA. Une prouesse selon Maguette Sen, maire de Malikounda, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Il est interrogé par Moutagakan et Mamoudouba. Je crois que c'est un exemple à montrer aux femmes du Sénégal. À la même période de l'année dernière, elles avaient un fonds de 10 millions. Au bout d'une année d'exercice, elles sont parvenues à multiplier ce fonds par 3. Donc le bilan a été de 32 millions de francs CFA. En tout cas, ce qu'on peut en tirer comme leçon, c'est que le système traditionnel de crédit que nous avons trouvé ici, que ce soit au Sénégal et un peu partout en Afrique, c'est un système qui permet en tout cas de rompre avec ce qu'on pourrait appeler entre guillemets l'exploitation du système bancaire capitaliste envers nos femmes. Quand les femmes se font des crédits entre elles-mêmes, l'intérêt du principal qu'elles utilisent revient dans leur caisse et permet en tout cas de fructifier le capital qui a été mis en place au départ. Quand c'est une banque, les intérêts reviennent à la banque. Donc il va falloir qu'on s'inspire de ce système de tontine
de crédit revolving développé par les femmes pour qu'au niveau du Sénégal, que l'on revoie notre système de financement pour que ça puisse en tout cas sortir les femmes et les couches les plus défavorisées de la pauvreté. Donc c'était un exemple qu'il fallait montrer au monde et on était venu accompagner les femmes, les féliciter, en tout cas leur dire notre soutien total pour la suite. Et puis à Rufisque, le réseau Dimbalante a procédé à l'enrôlement des cartes d'égalité de chance pour les personnes vivant avec handicap. Une journée de consultation gratuite en faveur des quartiers de Dangou, un quartier qui polarise au moins 18 000 habitants. L'objectif est de sensibiliser les populations pour l'accès aux services sociaux de base. Voici Serigne Mansour Gueye. Il est le président de l'association Sambalante. Il est ici au micro de Babacar Seck. Il y a pour les personnes handicapées des cartes d'égalité des chances pour les aider à avoir les soins de base, comme le transport gratuitement. Il y a aussi l'accès aux bourses de sécurité familiale, aussi le transport et même aussi avec les soins de base. Il y a aussi un dépistage du col de cancer de l'utérus. Il y a aussi un don de pluie pour les talibés. Donc toutes ces choses, on l'a rassemblé pour cette journée pour essayer d'aider les personnes vulnérables qui sont au niveau des 6 quartiers qui polarisent Dangou Nord, avec une population au moins de 18 500 habitants. Et aussi au niveau mondial, avec l'OMS, nous savons que l'indice de capital humain, ça tourne au niveau de 0,42, alors que le summum c'est 1. Nous n'avons même pas la moyenne. Et de manière plus précise aussi, au niveau de Dangou aussi, il y a une faible affluence au niveau de la santé. C'est pourquoi on a jugé d'aider les personnes vulnérables aussi pour qu'ils puissent accéder à la consultation gratuite et don de médicaments. Il y a des structures méconnues par la population à travers certaines structures qui sont là au niveau de Diamniadio, de Dakar, de Rufisque. Donc on est là pour communiquer, on est là pour accompagner les personnes sur l'éducation, sur l'employabilité. Tout ça, le réseau est en train de travailler dessus. Serigne Mansour Gueye est donc le président du réseau Dimbalante et non Sambalante. C'est d'ailleurs c'était le mot que me font cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. L'information continue sur www.imedia.sn. Au revoir.